Donc Adrien, ça va? Adrien, fondateur de KissKissBankBank, que vous avez vu aussi toute la journée. Donc Adrien, je m'adresse à toi pour commencer. Et je ferai réagir... non, je vais attendre un petit peu, en fait. On va laisser une chance à René Passet d'arriver. Je pense que c'est pas mal. Donc on va questionner Anne-Sophie et Joël réagira juste après. Donc, Anne-Sophie, comment on fait pour renouer avec une société plus optimiste et communicante? Et comment, qu'est-ce qui est ressorti de ces ateliers cet après-midi, justement, pour essayer de trouver des solutions? Alors, mon atelier était sur la construction et la promotion d'une information constructive. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur la notion de constructif. Qu'est-ce qu'on appelle information constructive aujourd'hui ? Sachant que dans ceux qui essayent de faire une information alternative, dont je considère faire un petit peu partie, on parle beaucoup aujourd'hui d'impact journalism, donc d'information qui a un impact social, environnemental, économique, qui peut essayer de faire bouger les lignes. On parle aussi d'information positive, d'information de solutions et donc aussi d'information constructive. Donc il y a eu ce débat et je retiendrai une expression qui a été donnée qui était de dire finalement pour moi l'information constructive serait d'élever un petit peu le citoyen. Donc on a débattu forcément aussi de la façon dont nous sommes éduqués aujourd'hui à percevoir l'information, à peut-être être plus attentif à ce qui ne va pas et au négatif. Et finalement, peut-être qu'il serait intéressant de retenir aussi ce qui va bien et ce qui nous aiderait à progresser dans la vie, au quotidien et dans les projets qu'on veut lancer. Sur ces thématiques se sont aussi posé la question des modèles économiques dans un secteur qui est touché de plein fouet, lui aussi par la crise actuelle, la gratuité d'information. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à payer pour une information qui fait la différence? Ça c'est un vrai problème. Mais là encore il y a de l'espoir parce que le secteur n'a jamais été autant en crise dans les médias et en même temps on a une grande créativité avec de nombreuses initiatives et surtout la naissance d'un journalisme cofinancé. Donc, on avait le crowdsourcing, maintenant on a de plus en plus de journalistes qui vont faire financer avec du crowdfunding, avec des plateformes comme celle d'Adrien ou d'autres, leurs enquêtes. Là récemment, cette semaine, il y a 2 journalistes qui sont venus me voir, qui sont en train de lancer une enquête sur les décharges en France, les décharges publiques, et donc ils font partie d'un collectif qui s'appelle Enquête Ouverte, et ils sont en train de faire financer leur travail sur Ulule, en disant on veut mener notre travail pendant 3 mois, avoir un processus de récolte d'informations anonymes, et on veut travailler main dans la main avec les lanceurs d'alerte. C'est pas pour autant qu'on fera une information militante, on gardera notre distance de journaliste, mais on veut défendre une information qui fasse progresser dans le bon sens la société. Et ça, je pense que on a un désamour des médias aujourd'hui, on a une défiance sans pareil, et je crois que médias comme politiques s'entretiennent beaucoup dans un cercle vicieux permanent et qu'on peut peut-être essayer de sortir de ce cercle vicieux en allant voir autre chose en termes d'information. Voilà. Et après se pose aussi la question, au-delà du financement, de l'éducation de manière générale et de la formation des journalistes. Ça, c'est un sujet que je creuse beaucoup en ce moment. J'ai pu échanger par exemple avec l'école de journalisme de Sciences Po. On m'expliquait que les étudiants sont formés le matin en culture générale et l'après-midi sur les matières journalistiques à proprement parler. Et j'ai pas eu de réponse, mais j'ai été regarder les cours qu'ils ont. C'est l'économie et des matières qu'on leur apprend comme on a toujours appris l'économie. Peut-être qu'il serait intéressant de les former aussi aux enjeux du siècle et leur apprendre qu'il n'y a pas que la croissance dans la vie, d'autres choses. Voilà, donc j'arrêterai là, mais voilà moi ce que m'a inspiré cet échange. Et on va proposer à ton binôme, donc. Alors le but du jeu, c'est de réagir à ce que j'ai entendu en butinant dans les collabs, et ce qu'a animé Anne-Sophie, ce qu'elle vient de dire. La question posée, c'est comment rendre la société, entre guillemets la société et les médias, plus optimistes. Alors mon premier commentaire, c'est que j'ai toujours détesté le terme de optimiste, parce que immédiatement, de manière binaire, on l'oppose au terme pessimiste. Et c'est une logique du ou, on est ou optimiste ou pessimiste. Et entre les deux, les gens sont obligés de choisir. Et je trouve que cette vision binaire est très mauvaise, parce que pour employer le titre d'un livre célèbre, il y a beaucoup de nuances de gris.
entre le positif et le négatif, entre le oui ou le non, entre le ou. On n'est plus dans la logique du ou, on est dans la logique du et. On peut donc être tantôt pessimiste parfois, tantôt optimiste. Mais moi, je préfère balayer d'un revers de main ces deux termes, et je préfère parler, d'ailleurs, Anne-Sophie a prononcé le terme, je préfère pousser les gens à être constructifs, réalistes et positifs. Je répète, constructifs, réalistes et positifs. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que l'on propose est bien, mais ça veut dire qu'on a la volonté de faire en sorte que ça pourrait être bien. Et j'avais proposé pour une des tables rondes un terme, et je vous le livre ici, on ne l'a pas utilisé finalement, qui était de l'indignation raisonnée à l'utopie constructive. Parce que les indignés, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la rue, la manif et les médias. C'est pas mal, c'est une façon de vote instantané. Mais parfois, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de lien politique derrière. C'est simplement une protestation, une indignation, parfois creuse. D'ailleurs, vous l'avez vu, récupérée par des pouvoirs pyramidaux très puissants dans certains pays. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, on avait proposé de l'indignation raisonnée à l'utopie, parce que l'utopie est un terme péjoratif, mais pour nous, il ne l'est pas. Pour beaucoup d'entre nous ici, l'idée de Thomas More de l'île de l'Utopia, c'est que les hommes ont en main la construction de leur avenir, à l'utopie constructive. Et donc, dans cette optique, rendre la société plus optimiste, je préfère dire plus positive, plus constructive, plus réaliste. Mais pour ça, il faut de l'information. Et je termine par ces mots de Marshall McLuhan, qui était, vous savez, ce fameux prophète des médias, qui disait « Good news is no news ». Les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles. La preuve, c'est que les médias ne s'intéressent pas à des bonnes nouvelles. Ils s'intéressent à ce qui va se vendre, c'est-à-dire ce qui appelle à la peur, à l'inquiétude. Je ne les critique pas, c'est leur métier. Et Marshall McLuhan ajoutait, la seule bonne nouvelle, c'est la pub. C'est celle qui est faite pour vous donner envie de ceci, envie de cela. Eh bien, nous, ce qu'on essaie de faire à Universcience, parce que j'essaie de faire comme vulgarisateur aussi dans mes bouquins, c'est de donner envie du futur, de donner envie d'aimer le futur, de donner envie de construire le futur, plutôt que de subir le futur. Parce que si on n'en a pas envie, si on le construit pas, eh ben quoi, on le subit, il vous tombe sur la tête. Voilà un peu ce que m'inspire la réflexion de ce collab, et un petit message que je livre. Prenez ça pour de l'optimisme, mais continuons à penser que c'est être constructif et positif. Il y avait Anne-Sophie qui veut rebondir derrière toi, Joël. Juste parce qu'en fait, c'était la conclusion que je voulais faire et je l'ai pas faite, mais ça me fait rebondir. C'était la discussion que j'avais avec Cyril Dion il y a peu de temps, qui vient de lancer le financement de son film Demain avec Mélanie Laurent. La discussion qu'on avait, c'était finalement, il faut inventer un nouveau récit. Et c'est très important dans l'imaginaire qu'on est en train de construire, l'imaginaire collectif et la projection, de construire un récit différent de celui qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, fondé sur le consumérisme et le matérialisme, et dans quoi voulons-nous nous projeter. Et ça, je crois que c'est très fort, et peut-être que ça explique aussi le succès de la campagne de financement participatif assez unique qui se passe autour de ce film. Mais voilà, c'est juste ça. Merci. Donc c'est vrai qu'on a parlé vous avez parlé de nouvelles formes de communication, nouvelles formes de société, d'éducation, et justement la transition est toute faite pour le duo avec Célia. Justement, on voulait vous poser la question comment ça s'est passé pour toi, Célia, sur la notion de comment le numérique va-t-il révolutionner l'éducation et la recherche. En gros, c'est quoi ce numérique et en quoi il va impacter des nouvelles formes d'éducation et de montée en compétences, de partage d'expériences, de partage de connaissances. Et est-ce que vous pourriez tous les deux, s'il vous plaît, éventuellement enrichir la discussion et nous donner des ouvertures? Alors je vais peut-être commencer et reprendre le collab qu'on a organisé donc sur ce sujet de le numérique, la recherche et l'éducation, et remercier déjà tous ceux qui ont participé à ces deux ateliers. Pour vous expliquer, on était avec Hélène, qui est facilitatrice visuelle. On a réfléchi sur cette thématique de numérique, recherche, éducation. On a avancé avec le premier groupe, et le second groupe, par rapport au dessin qu'avait fait Hélène, l'a complété et apporté aussi ses points, ses retours d'expérience, son opinion. Ce qui est ressorti tout d'abord par rapport vers peut-être une société de la connaissance avec ce numérique. Ce terme, société de la connaissance, est pas mal revenu aussi ce matin lors des différentes tables rondes. Il y a déjà la notion du cerveau
C'est-à-dire que vraiment une question, c'est-à-dire que notre cerveau, est-ce qu'il est en train d'être transformé, nos processus, nos schémas cognitifs ou plutôt tout ce qui est processus d'apprentissage, est-ce que c'est en train d'être transformé par le numérique? Est-ce qu'un enfant aujourd'hui apprend de la même façon que ce qu'on apprenait sur papier, etc. Donc il y a beaucoup de cette thématique déjà qui est revenue au niveau de voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, quelles sont ces transformations-là. Et là, il y a besoin de chercheurs en neurosciences cognitives pour apporter leur savoir et finalement les recherches sur ces thématiques-là. Il y a ce point-là qui est apparu. Après, il y a le point au niveau de l'éducation, des lieux. Des espaces d'éducation. Donc, est-ce que on est dans des espaces, des cours magistraux, par exemple, ou est-ce qu'on va avoir d'autres espaces qui vont se mettre en place, peut-être des pièces plus petites, pour permettre d'avoir de ce qu'on appelle des cours inversés. Donc, est-ce que tout un chacun, aussi bien des étudiants, mais aussi des enseignants ou des personnes, des entrepreneurs ou toute personne qui a envie d'apprendre tout au long de la vie, va peut-être suivre un cours et puis se regrouper dans des espaces pour pouvoir dialoguer et discuter de tout ce qui s'est dit. Donc ça a été pas mal abordé pendant notre table ronde. Il y a eu d'autres choses qui étaient sur le mode de gouvernance, le cadre apporté aujourd'hui à l'école, qui est en train de se transformer. Comment l'école s'adapte aussi à ces transformations-là. On a beaucoup parlé de cette notion d'empowerment aussi qui était revenue ce matin. Comment les parents, les étudiants, tout ce qui est enseignant changent aussi et s'adaptent au numérique et font peut-être que le système aussi au niveau de l'éducation nationale est en train de se transformer ou va se transformer. Il y a une notion aussi très forte qui est venue, c'est la notion d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un flot d'informations, mais c'est de l'information, c'est pas de la connaissance. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire le tri dans ces bonnes informations, vérifier la qualité aussi de cette information. Donc il y a tout cet accompagnement qui a à être fait par les enseignements, par toutes les équipes aussi pédagogiques sur cet apprendre à apprendre. Et lors de la deuxième table ronde, plutôt le deuxième atelier, ce qui était intéressant, c'est apprendre à désapprendre, qui était apporté avec cette notion de flux, c'est-à-dire qu'on a un flux de connaissances qui est présent et qu'il faut aussi apprendre finalement à ces savoirs qui évoluent, que le savoir qui n'est pas figé, c'est vraiment ce qu'on a aussi dans la recherche, je pense, qui est important à montrer, c'est que la recherche ça évolue tout le temps et qu'un savoir n'est pas figé et comme ça s'adapter et être dans ce flux également. Et peut-être une dernière chose, c'est cette idée aussi que il y a de nouvelles compétences, des nouveaux métiers. Peut-être qu'on va avoir quelqu'un dans la table ronde disait qu'on va avoir des fonctions différentes et qu'il faut s'adapter à tout ça et donner les moyens à nos enfants actuellement de pouvoir s'adapter à ces transformations. Voilà. Donc on est plus été sur l'éducation, l'enseignement, mais avec ce lien peut-être avec la recherche cognitive qui était assez intéressant, à créer des liens, tisser des liens entre le monde de la recherche, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'enseignement qui était aussi présent pendant ces deux ateliers. Merci voilà. Célia. Professeur Atlan, qui est à côté d'elle, est-ce que vous avez une complémentarité à apporter ou une perspective de cette recherche, de cette éducation pour le futur ? Écoutez, il est certain que ce genre d'initiative est bienvenue parce que il y a beaucoup de choses à faire pour arranger un petit peu ce qui ne va pas dans l'organisation de la recherche scientifique. Et évidemment, des idées comme Open Science, etc., sont certainement des très bonnes idées. Mais j'ai cru comprendre que notre rôle ici était de jouer le rôle un peu de poil à gratter. De vieux grincheux, rabat-joie. Pas vieux grincheux. De poil à gratter. On fait un crash test. On fait un crash test avec vous. Pour voir si ça tient, justement, comme le disait Célia. Oui, alors, mais bon, avant de le faire, je veux quand même partager, évidemment, l'excitation et l'enthousiasme de ceux qui sont en train de construire le nouveau monde et l'avenir. Et d'autant plus qu'il y a eu une cinquantaine d'années à peu près, enfin, notre génération avait déjà vu un petit peu les premières annonces, si vous voulez, de cette nouvelle ère qui est l'ère de l'information en effet. Et il y a une remarque très importante, à mon avis, à ce propos, c'est que nous avions découvert, à l'occasion des recherches scientifiques de l'époque, surtout les grandes avancées en biologie et en informatique, que l'information était une grandeur physique quantifiable. Grandeur physique quantifiable, mais tout à fait différente quand même des autres grandeurs physiques,
Pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement à la matière et à l'énergie, dans les échanges, eh bien, il y a quelqu'un qui perd et l'autre qui gagne. Tandis que les échanges d'informations se font sans perte, en tout cas en principe. Si je vous donne une information, je ne l'ai pas perdue pour autant. Tandis que, évidemment, si je vous donne une pièce de monnaie, ben, je l'ai perdue. D'où l'idée, l'espoir qu'une société donc, de l'information pourrait être une société d'abondance, impliquant une amplification à l'infini, en quelque sorte, de cette information. Et il semble bien que, évidemment ça nous ne pouvions pas le prévoir, il semble bien que les techniques actuelles eh bien, sont en passe de réaliser, si vous voulez, cette situation-là, avec donc une multiplication pratiquement à l'infini des échanges d'informations. Et on peut imaginer que les gens, au moment de la découverte de l'imprimerie, eh bien, avaient la même excitation et le même enthousiasme devant le nouveau monde qui se réalisait là par le fait qu'ils avaient accès aux livres, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Bon, malheureusement, cette multiplication des techniques électroniques et du numérique, eh bien, comme toutes les innovations d'ailleurs, depuis l'invention de la roue, toutes les innovations s'accompagnent de bienfaits et de méfaits. Les bienfaits, ici, là, sont évidents. C'est, en effet, le partage, la solidarité, le partage de tout, y compris des connaissances, y compris des ressources qui les accompagnent, etc. En même temps, il y a aussi le partage de tout un tas de pulsions de toutes sortes qui impliquent donc l'auto-organisation de réseaux criminels, tout ce dont on en parlait tous les jours. Je ne veux même pas parler des problèmes d'espionnage, d'intrusion de la vie privée, etc., etc. Par contre, il y a un problème dont on ne parle pratiquement plus et qui est en réalité à la fois le problème et la prise de conscience de ce problème peut être une ébauche de solution. C'est la confusion entre information et communication. La communication, eh bien, vous savez, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été créé au début du XXe siècle, dans un contexte tout à fait particulier, et qui a donné lieu au développement des métiers de la communication. C'est-à-dire que la communication devient un but en soi. Le contenu de la communication, c'est une autre affaire. Et du coup, eh bien, l'information est noyée complètement sous la communication. Et ici aussi, vous vous rendez peut-être même pas compte, puisque vous parlez indifféremment de communication et d'information comme si c'était la même chose, alors qu'en réalité, c'est extrêmement différent. La communication, eh bien, c'est toutes les techniques. La communication comme métier, je suis désolé pour les gens, et nombreux, je sais, enfin, qui ont choisi ce métier de la communication, mais en tant que métier, eh bien, c'est un développement, mais infiniment plus puissant que ce qui était au début la publicité. Alors c'est devenu le lobbying, c'est devenu le marketing, c'est devenu toutes ces techniques-là, et maintenant, bon, bien, le résultat est que l'information est noyée sous ces techniques-là, et ce règne de la communication envahit, y compris maintenant, la recherche scientifique, dans la mesure où, là aussi, eh bien, on est soumis aux professionnels de la communication dont le métier est de vendre, si j'ose dire, les travaux scientifiques de tel ou tel ou tel laboratoire. Et avec toutes les techniques de mode, de sensationnel, etc., etc. Alors, quel est le résultat de toute cette affaire-là ? Eh bien, maintenant, c'est évidemment votre responsabilité de faire en sorte que, eh bien, dans ce combat-là, ce ne soit pas les mauvais aspects qui l'emportent sur les bons. Donc, comme Joël, je suis à la fois, moi, pessimiste et optimiste, je veux dire donc les deux à la fois, parce qu'en réalité, toute innovation technologique a toujours été accompagnée de bienfaits et de méfaits en même temps. Alors, actuellement, on est embarqué dans une espèce de combat entre l'intelligence collective, dont on a aussi beaucoup parlé. Mais cette intelligence collective, vous savez, ça me rappelle un petit peu ce qui se passait avec les discussions sur l'intelligence artificielle. Alors, on posait la question de savoir quel est le contraire de l'intelligence artificielle, et c'est la bêtise naturelle. Eh bien, de la même façon, on peut dire qu'il y a un combat entre l'intelligence collective et la bêtise individuelle. Et il n'est pas impossible que ce combat se termine finalement par la victoire de la bêtise collective. Et cela, ben, finalement, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Merci, Monsieur Atlan. Parfait.
Mathieu, je m'adresse à toi maintenant. Donc, tu es en binôme avec Michel Rocard. Donc, Mathieu, dans ton atelier, je crois que vous avez évoqué les peurs. Hein. Comment on peut dépasser nos peurs dans un monde en pleine mutation? Alors, nous étions des optimistes offensifs. Et c'est un sport collectif parce qu'on a eu 2 groupes, il était plein à craquer, on a eu plein d'idées et on a eu la chance d'avoir un facilitateur graphique. Donc sur mon smartphone, je suis pas en train de textoter, je suis bien ici et maintenant, mais avec une représentation visuelle de l'ensemble de ce qu'on a pu dire. On s'est très vite attaqué à l'ADN de la peur, en fait. Qu'est-ce qui fait peur? Et finalement, ça se résume à la peur de l'inconnu. Et donc, on a convoqué le viatique du voyageur pour notre aventure dans la métamorphose, parce qu'on a acté qu'on est dans une zone de métamorphose majeure, et qu'on le veuille ou non, à l'horizon de 2030-2045, on n'aura d'autre choix que de changer. Ce ne sera pas une question de croyance, ce sera une question de résilience, et que ça, il faut l'entendre. Donc la peur, il faut l'accepter, il faut pas la dompter, il faut peut-être jouer avec pour mieux la dépasser. Et la dépasser, c'est considérer que l'incertitude, ça veut pas dire qu'on ne sait rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas tout, et se laisser un petit peu, non pas surprendre, mais pas lester par le fait qu'on ne sache pas tout. Il nous faut pas mal d'audace aussi pour aller dans cette zone de métamorphose, et finalement cette analogie du voyageur nous a conduit à cibler en gros des champs principaux pour dépasser nos peurs, que sont étonnamment les médias et la communication, l'éducation, la pédagogie, l'entreprise et la gouvernance et le système. On est allé un petit peu dans les médias, on a vu que les trains qui arrivaient à l'heure n'intéressaient personne, dont acte. Nous, on aimerait entendre parler des trains qui partent en avance. Et donc, on a inversé la charge de la preuve, et c'est pas aux médias de nous prendre ce qu'on présume de nous, c'est aux médias de nous donner ce qu'on veut, et si vous ne nous le donnez pas, on vous coupe. Donc ça, je trouvais ça assez marrant. Hein. Donc c'est inversant la charge de la preuve. De la même manière que l'an dernier, on avait dit que les vrais utopistes, c'est ceux qui pensaient que le monde pouvait continuer comme ça. Eh bien, les médias, qu'ils entendent et qu'ils nous entendent. On s'est très vite mis aussi dans une dynamique de nouveaux récits. Non seulement il faut écouter les sages, il faut les mettre plus en avant. Alors les sages, c'est ceux qui montent à la vigie quand le monde est en tumulte. C'est aussi les doueurs de ce matin avec Adrien qui sont peut-être la réalité de demain. Et ça énerve à la fois l'éducation, à la fois les médias. Et finalement, on est arrivé à la nécessité d'une nouvelle sémantique, d'un nouveau récit, un grand récit du monde d'après, avec des nouveaux mots pour des nouvelles réalités, et avec l'envie aussi de convoquer l'humour dans cette aventure, un brin de légèreté, et finalement de trouver une nouvelle poétique, peut-être une poétique de l'action. Et puisqu'on est dans le grand récit, je vous fais un résumé imagé de ce que nous avons dit. Dans l'idée de l'intergénérationnel, à mi-chemin entre l'éducation et l'individu, on a parlé d'une grand-mère qui était en train de coder pour imprimer un gâteau en 3D, donné à des bambins de grande section qui, réunis en hackathon dans la nature, au cœur de la ville et des 3 ans, animés par des cancres devenus profs, développe un projet collaboratif d'expérience positive de lâcher-prise qui crée un nouvel imaginaire empreint de poésie qui permet de retrouver un brin d'essentiel, c'est-à-dire une estime de soi collective. Superbe. Bon. Par contre, puisque j'ai la chance et l'honneur d'être entre Patrick Vivray et Michel Rocard, je boude pas mon plaisir, merci à vous. On n'a quand même pas parlé du champ politique. Et donc la question moi, que j'aimerais poser très bien, tu à poses Michel Rocard, question à Michel Rocard, ça tombe bien. C'est est-ce que le monde politique va nous faire changer d'air ou est-ce qu'ils devront s'adapter parce qu'on l'aura fait avant eux? Est-ce que le monde politique va nous faire changer d'air ou est-ce qu'ils le feront obligé parce qu'on l'aura fait avant eux? Est-ce que je peux commencer un peu différemment avant de venir à la question? Allez-y. Dire d'abord que je suis ici un supporter de base, enthousiaste, fanatique, inexpert et naïf, et formidablement en appétit de voir l'information remplacer l'énergie comme cœur du fonctionnement de l'humanité, et donc l'abondance remplacer la rareté. Fantastiquement ému de voir petit à petit les techniques informatiques nous permettre de remplacer la propriété,
sectaire et chassante par le droit à l'accès généralisé. C'est tout ça, quoi. Je crois que c'est tout ça pourquoi je suis ici. Mais ce que je vous dirais ici, qui est l'introduction à ma réponse à la question, c'est que quand même, en écoutant déjà et en m'en souvenant du premier des forums, c'était l'année dernière, je crois, en lisant le programme de ce matin, c'est pour ça que j'étais en appétit de venir, et puis la politique bouge dans des conditions, je n'ai pas pu venir avant la tribune de ce soir. C'est vrai que je parle sans savoir. Alors, pour me dire, c'était un peu le but du jeu, hein. Comme d'habitude. Toujours est-il que j'ai détecté qu'il y avait sous tous nos travaux, et implicitement presque sous la question qui me posait à l'instant, deux hypothèses, implicites, non dites, mais redoutables, et alors je ne crois ni en l'une ni en l'autre. La première hypothèse est rousseauiste, elle est que fondamentalement la nature est bonne, et que donc en tout cas il n'y a aucun espèce d'inconvénient à lui confier des instruments de travail de plus en plus puissants. La deuxième hypothèse, c'est que le système actuel dans lequel nous vivons, que nous voulons dépasser, améliorer, qui a toutes ses lustres, etc., est tout de même assez stable pour nous laisser préparer en paix et dans la sérénité le monde suivant, le suivant petit à petit. Je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Alors disons vite qu'avant de comprendre qu'on n'était qu'en dialogue et que j'avais pas un droit à parole un peu plus long... Si vous pouvez vous exprimer... Attendez, j'arrive. Non, je vais justement ne pas le faire. Un petit discours dans lequel je demandais que le champ de notre travail prospectiviste soit étendu à la violence. Moi, je n'ai trouvé dans aucun document préparatoire. Violence dont la seule chose que je dirais, c'est qu'elle menace de partout et augmente partout sans aucun contrôle, et se mélange entre la collective et l'individuel, entre la militaire et la civile, et qu'il vaudrait mieux s'occuper que ce soit inclus dans nos visions. Que je demanderais aussi une prospective de l'argent. J'avais 5 minutes à faire là-dessus, terrible et cruel, mais je m'arrête. Et je réponds à la question qui m'est posée sur les politiques. Ne faites pas semblant, et en tout cas, si vous êtes prospectiviste, vous êtes quand même un peu obligé de travailler à partir d'une réalité intellectuellement maîtrisée. Les politiques sont les immenses vaincus de la fin du XXe siècle. Le pouvoir leur a échappé, il a été confisqué, d'une part par les médias. Aucun homme politique ayant eu une idée importante quelque part ne peut espérer qu'elle passe si elle n'a pas le soutien au journal de 20 heures. C'est lui qui décide et pas nous. Et deuxièmement par les banquiers, dont la conduite collective et criminelle est hyper dangereuse parce qu'elle est instabilisante, mais dont la puissance est telle que les politiques sont hors d'état de leur fixer des règles. Alors dépêchez-vous d'appuyer vos prospectives, commencez par transformer les banques et les banquiers, puis vous retrouvez peut-être dans la tranquillité des politiques qui auront le temps de travailler. Mais en plus, les médias font que les politiques ne sont respectés que lorsqu'ils travaillent comme les médias croient qu'on travaille. C'est-à-dire se sont rendus visibles, serrent des mains, serrent des bouches et aillent dans des réunions. Un politique qui lit un livre, personne ne le voit, donc il est inutile, il ne sert à rien. Le concept de travail n'existe plus. Mais c'est harassant. Un grand accident se passe, national ou local, si le maire ou d'autres ministres ne sont pas immédiatement sur place, sont condamnés. Un décès de quelqu'un d'important et de solennel. Quoi que vous ayez à faire, il faut y aller. Interdiction. J'ai subi ça dans mon cabinet. Les hommes politiques ne peuvent plus travailler. Et on le leur interdit. Donc ils ne lisent plus, c'est plus la mode. Donc il n'y a plus les connaissances. Alors faites pas semblant. Au moins dans les maisons sérieuses, il vaut mieux savoir qu'il n'y a plus de pouvoir politique, il y a une décorative politique et il y a une activité de collège qui sont chargés de fixer les normes, c'est ça le métier, faire les règles, mais qui en fait font celles qui sont dictées par les sondages, c'est-à-dire un peu les médias, plus encore que l'opinion elle-même, etc., etc. Voilà ce que je crois. Je suis donc très modérément optimiste, comme vous voyez. Et pour reprendre la distinction de Joël au début, je me décris moi-même en congénitalement et structurellement optimiste, vaincu par la brutalité de l'information que je reçois, et espérant ma tranquillité du fait de voir l'information disparaître, capturée par le spectacle et planquée par les médias. Merci. Et puis on parlera de la violence et de l'argent un autre jour.
On va en parler juste après l'argent. Alors juste pour la violence et l'argent, suffit de regarder le 20h de ce soir pour en parler. C'est plutôt justement ce dont on parle aujourd'hui qui est un peu rebelle. Qui travaille la vision alors si le champ politique n'a plus le temps de la structurer? Très courte. Ça c'est très clair, c'est les médias. Et il n'y a qu'eux qui la structurent. Qu'est-ce que c'est que cette question? Là, attention. En dehors du président de la République une fois là, et en plus François Hollande est en train d'abandonner cette tradition. Il n'y a plus d'hommes politiques nulle part, et notamment en France, qui s'adressent à l'opinion tout entière et qui soit globalement entendu pour le temps des discours avec un peu de logique, d'information et de suivi dans les faits. N'importe quelle autorité politique, homme, femme, agréable, désagréable, etc., fait un discours, il en sortira 3 phrases reprises, préférentiellement les seuls qui ouvrent conflit avec quelqu'un d'autre ou une institution autre. Mais toute explication logique du fait de la substance et de pourquoi il y a conflit disparaît. Nous sommes dans le non-compréhensible. J'ai encore le souvenir, il y a 15 jours, d'une interview à l'aujourd'hui, TF1, un quart d'heure de conversation, je savais qu'il resterait 3 minutes. Mais le découpage a été fait de manière telle que non seulement j'ai eu 4 phrases de suite sans rapport entre elles, discontinues, mais qu'en plus elles étaient inintelligibles, sinon idiotes, faute de rapport entre elles. J'ai été transformé en imbécile par les plus grands médias français cette soirée-là, merci à eux. Mais il faut savoir que c'est la règle, c'est habituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on est sérieux, prospectiviste, et surtout qu'on s'honore d'un tel paquet de cervelles éclairées et d'auteurs de livres, je regarde Roger Su, que je vois physiquement pour la première fois de ma vie, et dont je suis un lecteur admiratif depuis très longtemps. Il était grand temps qu'on se rencontre. Mais lui aussi, il est réduit à la phrase conflictuelle quand il est cité quelque part. Mais il faut, pour vous, que les conditions de travail soient claires et que vous ne vous trompiez pas d'interlocuteur. Merci. Arnaud. Alors, on parlait de finances, justement. Arnaud, c'est quoi les nouvelles voies du capitalisme, justement, par rapport à ce qui est ressorti de ton atelier, notamment, et puis si tu pouvais nous faire une synthèse en globale aussi, avec Patrick, à tes côtés, sur comment réinventer le capitalisme, comment repenser les nouvelles voies de création de valeur, partager, inventer ensemble, etc., selon ce que vous avez envie de contribuer pour nous donner une perspective sur ce changement d'air que nous attendons et auquel on souhaite contribuer. Alors on est parti sur... D'abord on a provoqué au départ en disant illustration d'un capitalisme de demain, par exemple, pour parler finances et pour rebondir sur Michel Rocard, et s'il n'y avait pas de banque demain, en parlant du crowdfunding, et donc en provoquant un peu le modèle, notamment à sa source, à sa base, qui est le financement. Et à partir de là, il y a eu 2 ateliers, il y a eu 7-8 idées qui sont ressorties, mais les 2 ateliers sont partis sur des idées extrêmement concrètes de refonte du capitalisme, non pas dans son esprit, dans son idée, mais dans des idées matérielles, puisqu'on a fait des ateliers de jeux de cartes, d'associations d'idées qui permettaient de faire émerger des idées. Et il s'est passé un phénomène assez curieux, mais pas curieux du tout en fait, mais qui était de se dire, mais si on veut des idées sur la réforme du capitalisme, vont ressortir des idées de changement de modèle économique, de changement de méthodologie de flux, de changement d'interaction contractuelle, de tout ce qu'on pourrait comme ça. Eh bien, absolument pas. Sur la dizaine d'idées qui sont ressorties, 80% des idées sont des idées qui ont remis l'homme au centre de l'histoire. Et ça, c'était extrêmement frappant de voir que tout ce qui tournait, comment réformer, comment révolutionner le capitalisme, c'était remettons l'homme au cœur du système, redonnons à l'homme, à l'individu, la valeur qu'il n'aurait jamais dû cesser de perdre. Et du coup, dans les idées, j'ai relevé trois idées, donc extrêmement concrètes. Donc, on va changer de niveau de réflexion, mais 3 idées concrètes qui sont sorties, mais qui sont tout à fait symptomatiques de cette façon de réfléchir à un nouveau capitalisme de demain. La première, je la trouve très poétique. Il y a un groupe de 5, et je voudrais vraiment les remercier de leur réflexion et de leurs interactions, qui a inventé la société non anonyme à passion illimitée.
et ça je trouve ça d'un poétisme, l'idée étant que aujourd'hui l'actionnariat, c'est-à-dire la base de la création de richesse dans le monde capitaliste, repose sur le capital, l'argent, que l'association repose aussi sur l'apport en capital, et de dire mais pourquoi on n'inventerait pas une société, ou en tout cas une possibilité de devenir actionnaire de l'entreprise, mais sur la base de l'engagement de l'individu, de l'engagement personnel, sa contribution en tant que compétence individuelle, et de dire mais pourquoi on ne créerait pas dans les entreprises une classe d'action qui rémunère l'engagement personnel, l'engagement passionné d'un proche de l'entreprise au profit de l'entreprise et au profit de la réussite de l'entreprise. Donc ça, je trouvais que c'était assez symbolique. Alors après, ils ont inventé un truc absolument étonnant. Je ne sais pas si c'est du capitalisme ou du communisme, mais il y a un groupe de travail qui a inventé le droit rechargeable à la richesse, avec une idée toute simple qui est de dire, mais c'est en miroir à ce qu'on évoquait ce matin, qui était de dire, mais quand même, je crois que c'est Gilles Babinet qui insistait beaucoup sur cette notion d'écart de richesse, qui se creuse à une vitesse accélérée. Et ben l'idée était toute simple, il est de dire, mais en fait, dans la vie d'un individu, la notion de richesse devrait être une variable redistribuée et neutre, et que nous pourrions avoir dans la vie, en fait, 3 vies en termes de richesse, et que à partir de notre majorité, grosso modo, nous aurions droit à 3 vies où pendant une vie de 25 ans, nous créerions de la richesse, et au bout de 25 ans, on remettrait les compteurs à zéro. Et tout le monde remettrait sur la table la richesse créée, on la redistribuerait de manière égalitaire à tout le monde, et chacun repartirait dans un nouveau cycle de 25 ans. Donc c'est ce que j'ai appelé moi le droit rechargeable à la richesse et la création de richesse. Mais là encore, vous voyez que c'est fondamentalement la remise de l'individu au centre de la mécanique de création de richesse. C'est très intéressant. Et je voudrais finir par une dernière petite idée qui aussi remet l'homme au centre de l'histoire, qui était l'idée de dire créons des banques nomades. Cassons la mécanique bancaire de l'institution où vont se rendre les gens pour quémander de l'argent et de la ressource, mais créons au contraire, obligeons les banques à devenir nomades pour les forcer à aller vers les gens, et de révolutionner la banque pour que la banque vienne en camionnette au pied des immeubles pour financer les besoins ultra-locaux des habitants de ces immeubles, tout en recréant du lien social, c'est-à-dire qu'en permettant par l'intermédiaire de cette camionnette bancaire aux gens d'un immeuble de financer les autres projets de l'immeuble et du quartier. Et je trouvais que c'était très joli que de se dire remettons la banque roulante cette fois-ci au service de l'hyper-proximité. Voilà, je crois que c'est trois idées, il y en a eu d'autres, mais qui sont vraiment symptomatiques de cette envie de remettre l'homme au cœur du système capitaliste. Alors on passe du food truck au bank truck, c'est intéressant. Alors Patrick, qu'est-ce que tu penses de ça, remettre l'homme au cœur du système, le droit rechargeable à la richesse, forme de capitalisme poétique finalement? Est-ce que ça t'inspire ou pas? Alors d'abord, je trouve que les 3 propositions sont tout à fait stimulantes et subversives, mais tant qu'à faire d'aller jusqu'au bout de ces 3 propositions, je vois pas pourquoi on continue à rester dans l'imaginaire qui exprime le terme de capitalisme. Parce que les 3 éléments que tu évoques supposent des ruptures fondamentales. Les banques nomades, c'est ce que les monnaies citoyennes, les monnaies locales, le financement participatif commencent à faire. Ça veut dire lutter rigoureusement contre la logique spéculative et développer une économie réelle à valeur ajoutée, écologique, sociale et territoriale. Je rappelle, c'est pas sans lien avec les questions que Michel voulait aborder et qu'il n'a pas eu le temps d'aborder, que par exemple Bernard Liétard, l'un des anciens responsables d'une banque centrale, celle de Belgique, a mis en évidence que la démesure de l'économie spéculative est telle qu'aujourd'hui, sur les 4 000 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement sur les marchés financiers, il n'y en a que 2% qui correspondent à des biens et des services effectifs. Donc la banque nomade, elle est radicalement alternative
à la logique de la démesure de l'économie spéculative qui est au cœur du capitalisme. La remise en cause à travers cette idée de la remise à plat intergénérationnelle des richesses, même chose. Aujourd'hui, on a une pompe aspirante qui construit un apartheid social mondial. Quand, pour reprendre les derniers chiffres donnés par Oxfam, vous avez la fortune personnelle de 67 personnes. 67 personnes, c'est une toute petite partie de cette salle, qui est équivalente au revenu de 3 milliards et demi d'êtres humains. Ben, ça veut dire que la fabrique à inégalité, la fabrique à destruction des classes moyennes, et on le sait bien comme dans les années 30, la fabrique à violence et à destruction de la démocratie, elle est actuellement au cœur de ce qu'il faut bien appeler de l'ultra-capitalisme. Et puis le troisième élément que je trouve tout à fait magnifique dans sa poésie et qui met au cœur ce que Hannah Arendt appelait la logique de l'œuvre, parce que cette idée de passion illimitée et de société non anonyme, c'est justement le droit de tout être humain à faire de sa vie une œuvre, à sortir de la logique du travail au sens étymologique de dépendance, de nécessité de survie, pour aller vers la logique de l'œuvre et le droit de tout être humain à devenir artiste de sa vie, mais ça aussi c'est complètement contraire à l'instrumentation par le capitalisme des grandes passions humaines. Henri évoquait tout à l'heure le rôle de la publicité. La publicité, elle met en permanence en scène les valeurs fondamentales d'aspiration des êtres humains, l'aspiration à l'amour, l'aspiration au bonheur, l'aspiration à la beauté, etc. Mais cette aspiration que les philosophes appelleraient un développement dans l'ordre de l'être, elle les instrumente pour organiser une croissance dans l'ordre de la consommation marchande. Donc ça aussi, c'est radicalement contraire à la logique du capitalisme. Et nous libérer, y compris de l'imaginaire du capitalisme, de cette idée qu'il n'y a d'avenir possible, il n'y a de seule façon de créer de la richesse qu'à travers le capitalisme, c'est aussi revenir sur une confusion qui a été entretenue simultanément par les libéraux et par les marxismes, qui est la confusion à la fois entre échange et marché et entre marché et capitalisme. Il est évident qu'une société qui organise des bourses d'échange décentralisées et des circuits d'offres et de demandes décentralisés est infiniment plus créative que des sociétés bureaucratiques. Pour autant, et c'était Jacques Robin, puisqu'on est dans la logique de la suite changée d'air, qui le rappelait toujours, ça ne signifie pas obligatoirement que les bourses d'échange sont des bourses d'échange marchandes. C'est pour ça qu'il proposait de parler d'économie avec marché et non pas d'économie de marché. La plupart des échanges interhumains restent, y compris dans les sociétés, des échanges non marchands, y compris, c'est la seule raison pour laquelle les 2 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour ne sont pas morts. C'est parce qu'il y a effectivement d'autres formes d'échange que les formes d'échange marchands. Des réseaux d'échange réciproques de savoir, des bourses d'échange du temps sont des bourses d'échange où il y a de l'offre, où il y a de la demande, où il y a un étalon qui permet la communication et l'échange. Ce ne sont pas des formes marchandes. Première confusion. Deuxième confusion entre économie de marché et capitalisme. Comme l'a montré Fernand Braudel, même si le capitalisme historiquement est né des marchés, si on le laisse se développer dans sa logique interne, qui n'est pas une logique d'échange, mais une logique de puissance, eh bien le capitalisme finit par détruire les échanges, et y compris les marchés. Et l'erreur, tant des marxistes que des libéraux, c'est de confondre capitalisme et marché. Donc moi, je proposerais volontiers de faire un pas supplémentaire dans la radicalité subversive et d'abandonner le capitalisme dans notre imaginaire, évidemment pas pour aller proposer des options régressives, mais comme le cœur des problèmes, y compris pour traiter la question fondamentale
qu'évoque Michel, qui est le problème de la violence et qui est lié à l'articulation, comme le montrait Joseph Stiglitz, des deux fondamentalismes. Parce que ce qu'il appelle le fondamentalisme marchand, en reprenant sous ce terme ce que Karl Polanyi développait sous le terme de société de marché, le fondamentalisme marchand, comme il détruit la substance, les valeurs, les cultures, les identités du vivre ensemble des sociétés, il ouvre la voie au fondamentalisme identitaire, qu'ils prennent des formes religieuses, qu'ils prennent des formes chauvines et nationalitaires, comme hélas le Front National en France, et on ne combat le fondamentalisme identitaire et les sources de violence qui sont réunies à cette occasion que si on combat simultanément le fondamentalisme marchand. Donc moi j'aurais tendance à dire, si on veut à tout prix trouver d'autres mots pour illustrer l'imaginaire, il y en a un qui a été proposé récemment, y compris sur le plan international, c'est le Forum social mondial de Belém, qui parle d'une transition vers des sociétés du bien vivre, et le cœur de ce processus, c'est ce qu'on appelle le convivialisme, c'est-à-dire la capacité d'organiser un vivre ensemble des sociétés qui à la fois soit une alternative à la violence. La phrase de Mauss, comment s'opposer sans se massacrer, ça c'est du côté de la part sombre de l'humanité, pour ne pas être dans le rousseauisme, mais qui fait aussi de l'énergie de la joie de vivre, et osons le mot, de l'énergie de l'amour, le vivre ensemble par excellence, qui fait qu'à ce moment-là, nous pouvons imaginer un devenir de notre peuple de la terre, de notre famille humaine, qui certes risque la sortie de route, le tête à queue, mais peut être aussi à l'aube, et là on retrouve Edgar Morin, d'un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation, et ça c'est pas du rabat-joie, c'est au contraire de l'incitation à la joie. Merci Patrick. Quelle énergie, merci à vous deux. Donc en effet, parler de ce capitalisme démesuré versus vivre ensemble, cette qualité de vivre ensemble. Il y a un autre rêve finalement qui faisait partie de nos interrogations aussi avec ces collabs, en tout cas cette interrogation collective, c'était le rêve européen. Et justement, mise à mal actuellement, c'est une question pour le coup pour Emmanuel Duez et Roger Su. Et donc voilà, on voulait vous interroger, Emmanuel, si tu veux bien commencer, sur comment redonner envie d'Europe finalement, et peut-on redonner du souffle à notre grand rêve, notre grand projet européen? Ouais, alors, elle est compliquée cette question après les récentes élections et surtout les résultats très tristes. 75% d'abstention pour les moins de 35 ans et 30% de ceux qui s'expriment qui votent FN. Je vais élargir un tout petit peu le sujet, un sujet sur lequel je me sens un petit peu mieux et mon compère également, du coup on sera meilleur. C'est le rapport de la jeunesse aux politiques. Puisque effectivement cette question européenne, elle était venue au cours d'une discussion, on se disait est-ce que aujourd'hui la politique ça a encore du sens pour la jeunesse, en tout cas en France? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose, la politique telle qu'elle existe à l'heure actuelle? Et on va pas repasser sur ce qu'on a déjà dit ce matin, c'est-à-dire les leaders politiques actuels. Est-ce qu'ils sont des leaders inspirants à qui on a envie de ressembler demain? Est-ce qu'ils ont conscience de la mutation qui est en marche? Est-ce qu'il y a un gouffre béant entre eux et la jeunesse et la population, la société civile dans son ensemble? Je pense qu'on a tous apporté la réponse, que la réponse est oui. Que je rajouterai simplement la petite discussion que j'ai eue avec Monsieur Rocard avant de monter sur scène, que j'ai questionné sur la France et qui me dit mais en fait la France est déjà morte ma petite. Du coup je ne vois même pas pourquoi tu me poses la question. Ce qui est assez intéressant comme vision des choses, et je pense, et c'est terrible mais qu'il a probablement pas tout à fait tort. C'était la raison pour laquelle on s'était interrogé, est-ce qu'aujourd'hui le niveau politique, le bon échelon c'est le niveau national? Est-ce que c'est le niveau européen? Est-ce que c'est le niveau mondial quand on parle de la jeunesse? Est-ce qu'il faut réinventer un niveau? Parce que finalement, je pense que c'est ça le vrai sujet, c'est il va falloir refondre la politique dans ses modèles de leadership, dans sa conception, qu'est-ce que ça veut dire que de faire de la politique dans un monde globalisé, ouvert, fait d'individus politiques et non plus de peuples. Et où est-ce qu'on va mettre le curseur? Et on s'était dit peut-être qu'en fait, le rêve politique, on l'aura au niveau européen. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre cette discussion et aujourd'hui, il y a eu les élections qui montrent que peut-être que le rêve européen n'existe pas,
que c'était une utopie, pour le coup, une vue de l'esprit, et que du coup, va falloir inventer un nouvel échelon, parce que moi, je suis intimement persuadée qu'on ne peut pas vivre sans politique, qu'on a besoin de politique, de la même manière que dans les entreprises, on a besoin de leaders charismatiques et visionnaires, que c'est comme ça que toutes les sociétés humaines sont créées. Je ne crois pas du tout à des entreprises complètement décentrées, au sens où il n'y a même pas une communauté de leaders inspirants et inspirés. Je pense que ça, c'est pas viable très longtemps, même si je suis pour des organisations plus ratatinées, beaucoup plus flat, beaucoup plus agiles, beaucoup plus transversales, mais avec quand même une communauté de leaders, avec un leadership partagé. Du coup, pour revenir sur cette question-là, je pense que la question de l'Europe aujourd'hui est un énorme point d'interrogation qui va de pair avec ce qu'on appelle la génération Y, donc un gros point d'interrogation du Y, qu'effectivement on va aller sur à horizon, ça c'est de la prospective politique, et peut-être que je dis des énormes conneries, mais à mon avis, dans 30 à 50 ans, on sera plus sur des pays tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que finalement, c'est une logique en silo telle qu'on la retrouve dans les boîtes, qui est juste pas cohérente avec le monde dans lequel on évolue. Est-ce qu'on est aux prémices de l'avènement de méta-pays ? Est-ce que ce méta-pays, ça sera l'Europe ? Pas sûr. Est-ce qu'il faudra en réinventer un nouveau ? Probablement. Est-ce qu'on est aux prémices d'une démocratie mondiale ? J'en doute. Et il y a un deuxième sujet sur un deuxième apport que je voulais partager avec vous sur cette dimension de quel est le bon échelon pour la politique de demain quand on parle de la jeunesse et de cette projection politique. C'est que finalement, ça c'est issu d'une discussion que j'ai eue avec Dominique Régnier, qui est le fondateur de la Fondapol, qui est très intéressé par ces sujets de jeunesse et de politique. Il disait finalement, le truc c'est qu'avant on était de droite ou de gauche, on était communiste, on était quelque chose. Et en fait, on était sans vraiment l'avoir choisi. On l'était par tradition familiale, ou on l'était parce qu'on avait fait Sciences Po et que forcément on était de gauche. Mais on était quelque chose, on était cette appartenance. Et la vraie différence aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'on choisit son appartenance. Et qu'on n'est pas obligé d'être un individu de droite ou de gauche. On peut se définir par autre chose. On peut décider de se définir par être un entrepreneur, plus qu'un citoyen français. On peut se définir par le fait d'être un citoyen du monde. Bref, on a une multitude d'appartenances qui sont à notre disposition à nous, et on choisit de se définir comme bon nous semble. Et cette appartenance-là, en plus, elle peut évoluer dans le temps. Du coup, effectivement, il y a un vrai changement de paradigme au niveau politique, parce que l'appartenance politique, elle devient simplement une option, elle n'est plus une obligation. Dans un monde globalisé, ouvert, où on choisit notre vie pierre par pierre, on est entrepreneur de sa vie. Et du coup, je pense qu'il y a des impacts fondamentaux sur la politique, au niveau national, au niveau européen, et probablement dans la redéfinition même des contours de cet exercice politique. Roger Susse, s'il vous plaît, si vous pouvez rebondir. Donc, individualisme, numérique. Non, mais pas échapper à la question. Y échapper, oui, finalement. Comme le dit ma compère, puisque ça s'utilise aussi au féminin, c'est vrai que cette question de l'Europe arrive au plus mauvais moment. Elle arrive en fin de cycle d'une certaine forme de société. Elle arrive à la fin d'une certaine modernité. Et on a pris l'Europe comme projet, au lieu de faire un projet pour l'Europe. Et donc, à chaque fois, on a renvoyé les gens à une utopie qui n'existait pas, qui était celle de l'Europe, alors que précisément, on était en train de vivre la fin d'un monde, un monde industriel, un monde qui n'était pas marqué par la société de la connaissance, un monde qui n'était pas aussi marqué par la société civile, qui pouvait encore se construire par le haut, ce qu'a fait l'Europe comme elle a pu, et ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus, puisque s'il n'y a pas une Europe des peuples, une Europe de la société civile, il n'y aura pas d'Europe du tout. Donc, je pense que c'est ça fondamentalement ce qui est en cause. Alors, du coup, la question du modèle qui est en train de se construire, de se proposer, auquel participe ce forum pour la deuxième fois, et je trouve moi de manière tout à fait intéressante, en particulier à travers effectivement le numérique et la manière dont finalement la société, je le dirais pour le résumer, s'horizontalise. Mais je voudrais faire un pas de côté en amont et puis un pas de côté en aval de ce qui a été dit au fond. En amont pour dire cette affaire-là, pour le sociologue que je suis,
se résume à quelque chose de très fondamental et pas très facile d'accès, qui est la transformation du rapport à l'autre et la transformation du rapport social. On vit fondamentalement une mutation du rapport à la société. Alors c'est pas l'individu, parce que cette opposition stupide individu-société n'a pas de sens. C'est une nouvelle composition de l'individu par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on peut être un individu, à la fois un individu de plus en plus individu et à la fois de plus en plus socialisé. Et d'ailleurs, l'un va avec l'autre. Je veux dire, si on veut être parfaitement individu, on a intérêt à être parfaitement socialisé, parce que Narcisse, il tombe dans le puits et il se noie. Donc la bonne individualisation va de pair avec l'augmentation de la socialisation. Donc, mais ça, c'est pas un truc déjà qui est si facile à faire comprendre dans le 20h, cher Michel Rocard. Déjà, c'est voilà. Et pourtant, c'est de ça dont il s'agit, et je crois que cette recomposition de ce lien que moi j'appelle l'associativité, qui est pas très loin, n'est-ce pas, de la chère économie ou de la collaboration, etc. Mais je préfère ce terme générique bien ancien de l'association. Alors, il remonte à Rousseau. Il est effectivement un peu utopiste, mais en même temps, c'est ce qui se vit aujourd'hui. Et c'est ce qui, par exemple, explique le numérique. Le numérique ne se serait jamais développé dans une société qui n'aurait pas été préalablement associative. Donc c'est le lien qui a fait le numérique. Le numérique, il existait depuis longtemps dans les cartons de la NASA. C'était une technique militaire, ça a été une technique universitaire. Et pour qu'il se répande dans la société comme il s'est répandu, il a fallu qu'il y ait une associativité naturelle dans l'épaisseur, je dirais, du lien social qui se développe pour que tout d'un coup ça performe et ça devienne un truc dont on ne peut plus se passer. De la même manière, c'est l'associativité qui fait qu'aujourd'hui, on a une conception nouvelle du savoir et de la science. On a parlé du crowdfunding, mais il faut au moins parler aussi autant du crowdsourcing. Je veux dire, quand ce sont les plus grandes sociétés qui aujourd'hui mettent sur le net les problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, dernièrement la NASA, parce qu'elle a un problème avec le bouclier thermique, elle met ça sur le net, c'est pas qu'elle attend qu'il y ait un ingénieur extraordinaire qui pousse comme ça, mais c'est que le problème est pas forcément tout à fait bien posé, c'est parce que la babélisation des connaissances, comme on dit, etc. Et moi j'aime bien dire que quand même, quand on réfléchit pour ce qui marque une civilisation, elle est souvent marquée par un grand livre. Il y a eu effectivement les hiéroglyphes du passé, il y a eu la Bible qui a été le grand livre du Moyen-Âge, lui a succédé la grande encyclopédie des Lumières, et si je pose la question ici aujourd'hui de savoir quel est pour vous le grand livre de l'univers, je pense que beaucoup d'entre vous répondront Wikipédia. Et j'ai entendu d'ailleurs dans un atelier une controverse sur Wikipédia qui était vite réglée parce qu'il y en a un qui a dit bah oui, la Britannica, il y a 6 millions d'entrées, je suis désolé, mais Wikipédia, il y en a 30 millions, et en plus quand il y a une erreur, généralement elle est rectifiée, alors que sur la Britannica, il faut attendre l'édition suivante. Mais je passe. Cette conception du savoir nouvelle, elle vient aussi de ce principe d'un nouveau lien social. On pourrait dire la même chose dans l'entreprise. L'associativité est devenue une conséquence de la performance parce que quand il s'agit d'un travail autre que manuel, quand il s'agit de dire à quelqu'un il faut que tu te défonces parce qu'il faut que tu t'investisses, et ben ça on peut pas le faire sur le mode de la verticalité. On est obligé d'une certaine manière de l'associer. Et je pourrais développer, y compris sur le politique, un certain nombre d'exemples. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons en perspective cette matrice du lien social qui permettrait une prospective beaucoup plus audacieuse encore que nous faisons aujourd'hui. Le lien communautaire, il n'y a pas de marché quand on n'a pas reconnu l'individu. L'association suppose un certain niveau d'égalité. Et je pense qu'il faut creuser cette question de l'associativité. D'ailleurs, on la creusera avec l'association. Le propos, ça c'est le propos en amont. Parce que ça, c'est une véritable matrice. Si j'avais un peu de temps, et ce que je n'ai pas, donc je ne le prends pas, je me permettrai pas de le prendre, mais j'expliquerai qu'il n'y a pas de crise économique, que la crise du lien social est ce qui provoque l'économie de la connaissance et ce que nos structures économiques sont incapables de prendre en charge. On est incapable dans l'économie aujourd'hui de prendre l'économie de la connaissance et donc c'est effectivement le lien social qui fait la transformation. Le seul propos que je veux dire en aval, c'est le suivant, c'est que
Il faut travailler aujourd'hui sur les résistances. C'est-à-dire, c'est une proposition que je fais à Joël et à Véronique. Je pense que beaucoup de gens sont convaincus, et dans cette salle, tout le monde est convaincu de ce que l'on dit sur l'associativité, sur l'horizontalité, etc. Mais je pense que les résistances sont infiniment plus fortes que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut beaucoup mieux identifier les résistances. Elles sont pas seulement politiques, elles sont de l'ordre du fait que la majorité des gens ont l'impression qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Elles sont du fait d'une série de pouvoirs. Elles sont surtout un raisonnement, je m'excuse là aussi, un peu sociologique. Elles sont aussi du fait que quand les choses vont mieux, les gens attendent plus. Et plus les choses vont bien, et plus l'aspiration des gens comme individus est forte, et plus la déception est grande. Et plus la réalité sociale paraît loin de l'associativité. Autant l'associativité et l'horizontalité de la société se développent, autant la verticalité des structures et des institutions reste forte. Comment expliquer que quand vous demandez aux Français s'ils sont heureux, ils sont à 80% à vous dire « bah oui, je suis heureux ». Qu'est-ce que vous pensez de la société? Ah bah non, la société, il n'y a pas moyen d'être heureux dans cette société. 80% des Français sont critiques par rapport à cette société. Et donc, c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Mon dernier mot est pour dire que finalement, la parole devrait être non plus aux politiques, mais à la politique, telle que certains ici ont essayé en tout cas de l'exercer. Et cette politique, au fond, elle suppose une politique de l'associativité. Donc il y a une question que je ne développe pas, sur laquelle vous savez que j'ai quelques réponses, mais il y a que voudrait dire une politique de l'associativité aujourd'hui, du haut en bas et du bas en haut. Je dis qu'on a quand même eu une petite expérience historique qui nous a quand même donné deux mots importants, l'associationnisme et le socialisme. L'associationnisme, et qui nous a donné quand même une révolution, bon, même si c'était une révolution de palais, le palais du Luxembourg d'ailleurs, révolution de 48, cette révolution de 48, elle s'est faite, et elle avait cette vision qui venait de la Révolution française, qui était de dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette Révolution française? Eh ben, ce qui n'a pas marché, c'est que l'association n'a pas fonctionné. Ah, d'accord, faisons l'association, faisons-en un régime politique, baptisons-le associationnisme. Oh, il y en a qui ont dit, ah non, associationnisme, c'est un truc incompréhensible. J'en suis d'accord. C'est un truc, etc. Appelons ça plutôt socialisme. Et donc, on l'a appelé socialisme. Dans la bouche de Leroux, en France, et dans la bouche de Owen, au même moment en Angleterre, on a appelé ça le socialisme, de manière générale, français. Eh bien, cet associationnisme, c'est une vraie politique, et je pense que c'est ça qu'il nous faut retrouver. Je vous remercie. Merci Roger Dessus. Michel Rocard, je crois que vous vouliez ajouter un mot, rapidement peut-être. Vous vouliez ajouter un mot? Oh, c'est plus la peine, c'est catégorique. Alors Adrien, vous voulez contredire des choses qui sont dites il y a alors je vais récupérer le micro pour Adrien, on a un petit peu. Merci beaucoup. Donc Adrien, René Passet n'a pas pu nous rejoindre, mais tu as beaucoup de choses à dire sur comment Internet va révolutionner notre quotidien. Alors c'est en effet un privilège de passer après vous tous. Et c'est en même temps une énorme difficulté d'arriver à dire quelque chose d'intéressant après tout ce qui vient d'être dit. J'aime particulièrement les fous et particulièrement les sages. Vous êtes tous des fous sages. Donc je suis très heureux d'être avec vous. Je sais pas ce que vous faites pendant les vacances. Alors j'ai juste pour commencer en fait la question était de savoir si Internet offrait des nouveaux champs des possibles et quels étaient ces champs des possibles. Et en fait, alors j'ai pas le sage à mes côtés pour venir contrebalancer mon discours de fou. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en fait pendant nos deux tables rondes, il y avait des fous et des sages. Et on a eu énormément de regards critiques aussi sur ces nouveaux champs des possibles et toutes ces possibilités offertes par Internet. Alors, pour commencer,
et je vais reprendre certains éléments qui ont été évoqués jusqu'à présent, c'est que pour commencer, Internet, son architecture, sa structure, son horizontalisation, cette espèce de rhizome, finalement, aujourd'hui, inspire notre société. Donc ça part de cette innovation qui est une innovation numérique et qui en fait, de par son architecture et de par ses valeurs, va inspirer toute la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On a parlé beaucoup de politique, de philosophie politique, de gauche, de droite. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que cette horizontalisation et Internet redistribuent totalement les cartes sur la perception justement de ces équilibres. Internet est une sorte de Big Bang entre le socialisme, le libéralisme, le capitalisme. C'est un espèce de truc où c'est tous pour un et chacun pour sa gueule. Et donc, d'une certaine manière, ce qui naît de cette architecture, c'est très souvent des innovations qui portent en leur sein cette espèce de ballottage entre ces idées-là. Est-ce que l'économie collaborative est une idée solidaire? Est-ce que c'est une idée potentiellement spéculative? Est-ce que avec une imprimante 3D on fera le bien? Est-ce qu'on fera le mal? Est-ce que tout ça est assez compliqué. En tout cas, la seule chose qu'on a pu les choses qu'on a pu détacher tout à l'heure, c'est qu'évidemment ça ouvre un nouveau champ des possibles dans l'information. Ça ouvre un nouveau champ des possibles dans l'économie, ça ouvre un nouveau champ des possibles dans l'éducation, et ça ouvre des nouveaux champs des possibles dans la politique. Et bien d'autres sujets encore. Mais ces 4 piliers qui ont été évoqués pendant notre table ronde nous ont passionnés de par les nouvelles règles du jeu et de par les nouvelles propositions qu'Internet peut nous faire. Et en même temps, j'étais assez halluciné par la manière dont on avait l'envie de critiquer, lors de ces tables rondes, ces nouvelles idées. Et à quel point, potentiellement, on était tous en train d'inventer potentiellement aussi de fausses bonnes idées. Et au bout d'un moment, on s'est demandé, finalement, quelle gouvernance et qui pouvait venir réguler les fausses bonnes idées qu'on est en train de créer et de porter avec nous. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je suis entrepreneur, je suis pas un philosophe, je suis pas penseur, je suis vraiment avec les mains dans le cambouis. Et pourtant, je me lève tous les matins avec la volonté d'évangéliser sur cette économie collaborative, sur cette horizontalisation, sur cette nouvelle organisation de société. Et tous les soirs, je me couche en me posant la question de savoir quelle connerie on est en train de créer. Quelle connerie on est en train de créer et qu'est-ce que mes enfants me reprocheront demain. Et donc, la première idée, ça a été de se dire, c'est les politiques qui vont être les garde-fous et qui vont venir d'une certaine manière organiser et tempérer certaines innovations avec un peu de précaution, tout en laissant quand même cette liberté de créativité s'exprimer. Et puis très rapidement, on s'est dit, mais pourquoi ce seraient les politiques? Ils ont 30 ans d'écart avec ceux qui sont en train d'innover, ils comprennent absolument pas ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a envie que ce soit les politiques qui créent des règles sur les innovations que nous sommes en train de créer alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de créer? Donc on a vite évacué la politique comme garde-fou et comme organisation en fait de ces innovations et de l'Internet. On est arrivé assez rapidement à l'éducation. L'éducation par l'école, l'éducation de l'école, apprendre à l'école à éduquer, l'éducation au sein de la famille, mais donc l'éducation des parents vis-à-vis des enfants, et puis l'éducation des enfants vis-à-vis des parents. C'est essayer de faire que tout ce petit monde arrive à se parler et à s'enrichir les uns les autres. Et au bout du compte, on est arrivé à une idée qui est assez intéressante, mais qui finalement est au centre de l'empowerment, et donc Internet étant l'outil qui génère et qui nous permet cet empowerment. On est arrivé à l'idée que chacun devait être responsable de ce qu'il est en train de faire et de mettre en place, et que on doit être dans un principe d'innovation et un principe de précaution en permanence, et être dans cet aller-retour permanent pour itérer sur les innovations qu'on est en train de mettre en place et se remettre en question immédiatement pour modifier l'innovation, la rendre meilleure et à nouveau se remettre en question. Donc, l'idée qui est sortie de ces nouveaux champs des possibles, c'est que si on veut que ces nouveaux champs des possibles soient durables et que ces solutions puissent convenir aussi à nos enfants, c'est à nous d'être responsables par rapport à ce qu'on est en train de faire, et c'est donc aux entrepreneurs
de tous les soirs réfléchir aux conneries qu'ils viennent de créer le jour même pour les modifier dès le lendemain. Parce que sinon, on passera notre vie à se reposer sur des politiques qui eux-mêmes se reposent sur plus grand-chose. Merci beaucoup, Adrien. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette journée. C'était extraordinaire. Je demande à Joël de bien vouloir me rejoindre pour ouvrir des perspectives, puisque tu avais quelques mots. Et je vous propose de rester sur la scène en attendant. Un petit mot, très court. Je vous laisse le prononcer avant que Joël prenne le micro. Je vous donne mon... Voilà. C'est une réflexion déclenchée par un élément de langage. Et vous savez que les éléments de langage font partie justement des techniques de communication les plus perverses qui transforment l'information en ce qu'elle n'est pas et qui mélangent le vrai et le faux et le faux et le vrai sans que ce soit possible. Autrement dit, c'est beaucoup plus grave que la publicité, parce que la publicité, au moins, elle s'affiche comme publicité, tandis que ça ne s'affiche pas. C'est le règne du buzz, si vous voulez, donc l'imposture du buzz qui est à la fois anonyme et bon. Eh bien, ces choses-là pénètrent tout, et y compris ici. Et au moins 2 fois, j'ai entendu cet élément de langage-là, qui est, à mon avis, à la fois symptomatique, mais aussi assez catastrophique. Et donc, je vous le livre en espérant qu'au moins dans cette salle, plus personne ne l'utilisera. Et c'est le fait de parler, quand on parle d'une entreprise, quand on parle de la peur, ça j'ai entendu ça tout à l'heure, quand on parle de n'importe quoi, on parle de l'ADN de la chose. L'ADN d'une équipe de football, l'ADN d'une entreprise, l'ADN de la peur, on a dit, l'ADN d'une école, l'ADN d'un parti politique, etc. Or, bon, malheureusement, eh bien, tout ça est la conséquence, en effet, de cette transformation de l'information scientifique, en effet, concernant l'ADN comme structure des gènes dans les organismes vivants, avec une idée philosophique tordue qui consiste à imaginer que c'est l'essence même d'une chose, l'essence d'un organisme, etc. Et du coup, quand on veut avoir un discours essentialiste, et c'est très dangereux d'avoir un discours essentialiste, alors spontanément, c'est l'ADN qui vient là dans la bouche. Donc j'espère que plus personne ici, au moins, n'utilisera cet élément de langage pervers.